tremblez, mortels. Pluton, en ce moment, est en train de sortir de la constellation du Sagittaire pour entrer dans celle du Capricorne. Cet événement céleste aura des implications néfastes sur chacun d'entre vous. Tenez-vous-le pour dit. Par ailleurs, la Terre est le centre de l'univers. Elle est plate. Elle ne tourne pas sur elle-même. Vous en doutez? Je vais faire devant vous une expérience qui prouve que la Terre ne tourne pas. Attention, ça va être rapide. 3, 2, 1. Si la Terre tournait, évidemment, j'aurais dû tomber à côté du rond rouge. Facile. Ha. La science contemporaine a heureusement des méthodes nouvelles, éprouvées, plus rationnelles, avec une méthode plus carrée. Et notamment, la science a une méthode objective, réfutable, reproductible, universelle pour comprendre le monde. Donc, l'astrologue magicien qui est derrière moi a sorti tout un tas de balivernes, évidemment. Il n'y a pas d'endroit privilégié dans l'univers. Donc, la Terre n'est pas au centre de l'univers, même si on peut changer de référentiel. La Terre est bien ronde. Voilà, les complotistes peuvent aller se rhabiller. Et la Terre tourne bien sur elle-même. Hein, ne vous laissez pas avoir par des démonstrations fallacieuses. Gardez votre esprit critique. En effet, quand vous êtes dans un train à vitesse rapide, quand vous buvez un café, le café ne s'explose pas sur votre figure. Hein, vous êtes entraîné. Et la Terre, ici, nous entraîne. Hein, voilà, relativité galiléenne que l'on connaît depuis plusieurs siècles. Alors, la science permet de répondre à plusieurs types de questions. Quand je dis la science, ce sont les sciences naturelles, expérimentales, de santé, exactes, humaines et sociales, parce que toutes les sciences nous permettent de comprendre le monde, de l'expliquer du mieux qu'on peut, de nos sociétés jusqu'aux confins de l'univers. En somme, du Big Bang au Big Bang. Alors, la science permet de répondre à certaines questions comme: comment avoir de bonnes relations avec sa belle-mère ou ses ados à la maison? Quelle est l'origine de la vie? Comment les molécules se développent? Alors, plutôt dans mon rayon, les questions qui m'intéressent sont, par exemple, la suivante, que je vais détailler aujourd'hui devant vous. Quelle relation y a-t-il entre matière noire dans l'univers, énergie sombre dans l'univers et une pizza? Pour commencer, je vais vous indiquer comment les scientifiques voient l'histoire scientifique de l'univers. Alors, cette histoire de l'univers, elle ne sort pas de la tête de quelqu'un avec un modèle farfelu. Elle provient de mesures ultra précises d'un côté, nous faisons avec nos satellites notamment et nos télescopes, de l'autre côté des modèles et des observations très précises. Et les deux se défient. Donc, les modèles qui résistent sont passés par un crible extrêmement étroit et fin. En particulier, le modèle du Big Bang, dont je vais parler aujourd'hui, est le meilleur modèle dont nous disposions pour décrire toute l'histoire de l'univers. Alors, ce modèle n'est pas parfait, il y a beaucoup de problèmes, on essaie de s'en départir, on le défie, mais c'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, il nous colle à la main, on n'arrive pas à s'en départir. C'est le meilleur dont on dispose. Le modèle cosmologique du Big Bang, c'est un peu comme l'histoire de la chanson Hotel California des Eagles. On essaie de la quitter, on n'y arrive pas. C'est pas Welcome to the Hotel California, Welcome to le modèle lambda CDM du Big Bang. Alors, pour résumer cette histoire de l'univers, je vais utiliser le calendrier cosmique. On va résumer toute l'histoire de l'univers, 13,79 milliards d'années, plus ou moins 0,17%, merci la science, et on va résumer ça en une année civile, 365 jours. Le Big Bang a lieu le 1er janvier à 0 heure, et aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre à minuit. Je serai assisté de mes chers étudiants, Rayana, étudiante en licence à l'Université Paris-Saclay, Yanis à Centrale Supélec de l'Université Paris-Saclay, et Dan, doctorant en astrophysique à l'IAS à l'Université Paris-Saclay. Ça va aller très vite. Mesdames, Messieurs, vous allez avoir l'histoire de l'univers en quelques minutes. Attention les yeux. 3, 2, 1, c'est parti. 1er janvier, le Big Bang intervient. Jaillissement incroyable d'énergie dans tout l'univers.
suivi immédiatement de l'inflation cosmique, une expansion ultra accélérée et ultra courte qui projette sur des échelles cosmologiques d'infinies fluctuations quantiques. 10 nanosecondes après, tout l'hydrogène de l'univers est synthétisé, c'est-à-dire que toute l'eau qu'il y a dans cette bouteille, dans nos corps, dans les océans, partout de l'univers, est synthétisée lors de la nucléosynthèse primordiale 10 nanosecondes après. 15 minutes après minuit, le fond cosmologique jaillit dans l'univers. C'est la première lueur de l'univers qui fait que la nuit n'est pas noire, alors que l'univers a 3000 degrés. Nous continuons en janvier, vous voyez que l'échelle va s'agrandir. Le 9 janvier, nous détectons actuellement les galaxies les plus lointaines et les premières galaxies jamais observées dans l'univers. On ne sait pas trop comment elles se sont développées, mais on imagine que c'est entre le 1er et le 9 janvier de manière évidente. 26 janvier, c'est la fin de l'aube cosmique, le début de la rayonisation de l'univers qui est entièrement rayonisé par les premières étoiles et les premiers quasars. Nous arrivons ensuite en février, il ne se passe rien. En mars, le 15 mars, notre Voie lactée est formée. Elle a commencé, j'ai noté, le 21, je n'ai pas raté le 21. Le 21 janvier, la Voie lactée commence à se former et finit de se former le 15 mars. En plusieurs fusions successives, elle a pris du temps, vous voyez, 2 mois. Et à la mi-mars, il se passe surtout quelque chose d'extraordinaire dans l'univers. C'est le maximum de formations stellaires dans l'univers. Quasiment toutes les étoiles qui existent dans l'univers sont formées à cet instant-là. On appelle ça le midi cosmique. C'est un feu d'artifice permanent et c'est un peu comme dans un champ où il y aurait une éclosion de coquelicots de manière simultanée. Avril, mai, juin, il ne se passe rien. La matière noire continue de se condenser, d'amener les baryons avec elle, c'est-à-dire la matière ordinaire, pour former encore des galaxies. Juin, il ne se passe rien. Alors, l'expansion de l'univers comme une calzone, la pizza, vous avez compris, continue de croître. Mois de juillet, premier événement très important qui arrive dans l'univers. L'expansion de l'univers, qui était jusque-là relativement tranquille, se met à accélérer pour les physiciens à point. Le dérivé seconde du facteur d'échelle devient positive. Août, il ne se passe rien, en vacances. On continue en septembre. Le 2 septembre, formation du Soleil, du système solaire et de la Terre. Le 21 septembre, apparition de la vie dans les océans. 29 septembre, Lucas, dernier ancêtre commun universel, c'est-à-dire le dernier organisme duquel tout le vivant se met à diverger jusqu'à aujourd'hui. Octobre, rien. Novembre, rien. Les galaxies continuent de se former, les trous noirs, les molécules, la vie dans l'océan. Et pour décembre, on va utiliser une échelle logarithmique, une échelle qui étire le temps, parce que vous allez voir qu'il se passe beaucoup de choses. Première semaine de décembre, rien. Enfin, vie dans l'océan. Bon. Deuxième semaine de décembre, rien. 17 décembre, la vie sort des océans pour atteindre la vie terrestre. Semaine de Noël, vacances, il ne se passe rien. 29 décembre, rien, vacances aussi. 30 décembre, midi 30, un astéroïde frappe la planète Terre et détruit notamment l'essentiel des dinosaures. 31 décembre, 22h15, apparition de l'espèce Homo sur Terre. 23h45, apparition de l'Homo sapiens, dommage pour la Terre. 23h59, nos ancêtres peignent la grotte de Lascaux. 23h59 55 secondes, le mathématicien grec Euclide publie ses 13 volumes de géométrie qu'on utilise encore aujourd'hui. 59 minutes 59 secondes, début de la Renaissance, naissance de Blaise Pascal et de toute l'histoire que l'on connaît depuis à peu près 400 ans. 23h59 59 secondes, 78 centièmes, découverte de l'expansion de l'univers. 79 centièmes, découverte qu'il y a 6 fois plus de matière dans l'univers que de la matière visible, c'est la matière noire. 86 centièmes, on découvre le rayonnement du fond cosmologique qui a été émis. Vous suivez ? À minuit 15, au tout début de l'univers. Et on a découvert ça et on l'observe. Et enfin, 94 centièmes, découverte de l'expansion accélérée de l'univers. Et hop, nous sommes aujourd'hui. C'est pas beau la science ? Merci aux étudiants. Alors nous savons beaucoup de choses de manière scientifique, on l'a vu, néanmoins on ne sait pas tout. Et c'est là qu'on a besoin d'astrophysiciennes et d'astrophysiciens pour essayer de mieux comprendre le monde et de comprendre cette matière noire et cette énergie sombre. Alors pour y arriver, je vais évoquer avec vous la manière qu'on fait pour mesurer cette matière noire et cette énergie sombre. Et donc pour cela, nous allons utiliser le camembert cosmique, après le calendrier cosmique, le camembert cosmique, tout va bien.
Le camembert cosmique traduit la composition de l'univers à une certaine échelle. Pour être précis, parce qu'il y a des gens dans la salle très précis, la densité d'énergie, mais je n'irai pas dans ces détails-là. Si on est à l'échelle du système solaire, la composition du système solaire est entièrement composée d'atomes traditionnels, les baryons, qu'on appelle en astrophysique. La matière, comme vous et moi, on a l'habitude. Pas de souci, pas de matière noire, pas de trucs bizarres. C'est normal. On est dans un régime bien cadré. Si on va plus loin à l'échelle de notre Voie lactée, à peu près 100 000 années-lumière, on se rend compte que la matière baryonique, les atomes, deviennent minoritaires. Ça, on le mesure très précisément. Ce qui est majoritaire dans la Voie lactée, qu'on ne voit pas, c'est la matière noire. C'est une matière qui gravite, mais qui ne rayonne pas. Si on va encore plus loin à l'échelle de l'univers, on fait une moyenne sur des millions, voire des milliards d'années-lumière, on se rend compte que la matière baryonique, la matière ordinaire, ne compose que 5% du contenu densité-énergie de l'univers, la composition de l'univers, à peu près un quart de matière noire, et la grande majorité, quasiment 70%, cette énergie sombre qui provoque l'expansion accélérée de l'univers comme une sorte de pression qui pousse les murs et qui pousse les galaxies les plus lointaines. Alors comment on fait quand on est arrivé là, là on est un petit peu gêné parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la matière noire ni l'énergie sombre. C'est un peu comme si vous avez une pizza, mais que vous ne voyez que les olives. Pas grave, mais que vous sentez que toute la pizza est là. Frustrant et excitant. L'univers, c'est comme ça. On sent qu'il y a tout le reste, on ne peut pas le manger, mais il y a les olives qu'on voit. Alors comment faisons-nous? Les galaxies sont nos amis, parce que les galaxies, qui sont des ensembles de matière noire et de matière baryonique, tracent parfaitement la masse dans l'univers et sa dynamique. À votre gauche, je vais y arriver, vous avez une image d'un amas de galaxies. Donc les galaxies sont visibles avec la matière baryonique, mais en fait les galaxies tracent la présence de matière sombre, de matière noire, qui est invisible, mais qui est concomitante, qui est corrélée à la présence de galaxies. Donc il suffit d'observer les galaxies pour voir où il y a de la matière noire. Et à droite, on étudie les galaxies pour étudier l'expansion de l'univers, qui s'accélère, vous avez compris, en mesurant à la fois l'agrégation des galaxies, mais aussi leur vitesse d'éloignement. On voit sur ce schéma la vitesse, le décalage vers le rouge, redshift en anglais, qui permet de mesurer cette dynamique de l'univers. Alors plus précisément, comment on fait pour la matière noire? C'est finalement assez simple. La matière noire, c'est un peu, alors c'est pas un pizzaiolo, la matière noire, c'est un verre de vin géant. C'est un verre de vin géant, alors transparent, avec de l'eau, pas de vin, désolé, qui brouille les images d'arrière-plan, comme sur cette image. Donc sur l'image des galaxies que vous voyez peut-être des galaxies rouges qui sont un petit peu recourbées. Elles ne sont pas recourbées comme ça naturellement. C'est leur image qui est recourbée à cause de la présence de matière noire sur la ligne de visée, là où on regarde. Comme elle est noire, qu'on ne la voit pas, elle génère des effets gravitationnels de distorsion, comme un verre de vin. Donc matière noire égale verre de vin transparent géant. Ça va. Pour l'énergie sombre, c'est là qu'on prend notre pizzaiolo géant dans l'univers. Il faut imaginer l'univers comme un espace-temps à 4 dimensions. Ça, on y arrive facilement, évidemment. Et c'est un espace-temps qui se dilate, un peu comme la pâte à pizza avant qu'elle passe dans le four et qu'elle est tournée par le pizzaiolo. Et vous imaginez les galaxies qui sont les grains de farine qui sont au-dessus. Donc, vous voyez bien que la distorsion, l'extension de l'univers n'affecte pas les petits grains de farine. Les galaxies vivent leur vie tranquillement. Elles sont juste éloignées les unes des autres par cette pression négative qui pousse les murs en quelque sorte. Donc, cette énergie sombre distord la métrique, la géométrie de l'univers, et en mesurant très précisément à la fois l'agrégation des galaxies d'une part, leur vitesse d'expansion d'autre part, on arrive à reconstruire les effets de l'énergie sombre, même si on ne sait pas ce que c'est. Alors, à partir de là, les scientifiques, les astrophysiciens en particulier, doivent être créatifs et opiniâtres pour essayer de vraiment voir. Là, je vous ai donné les méthodes, mais maintenant, comment on fait vraiment ? Comme on est créatif, opiniâtre, qu'on ne lâche rien, d'ailleurs nous partageons cette caractéristique avec les artistes. Alors même si la démarche artistique et scientifique ont des différences, les scientifiques et les artistes partagent de nombreuses méthodes communes, et en tout cas la créativité et le fait de rien lâcher. Donc on va construire un nouveau télescope pour observer ces deux effets, dark matter, dark energy, donc matière noire, énergie sombre. D'habitude, on veut un plus grand télescope pour donner des images extraordinaires, comme celle du James Webb Telescope, JWST, que nous avons sous les yeux, énorme télescope ultra complexe. Mais là,
Nous, les Européens, on est rusés, futés. On ne va pas faire un télescope plus grand, on va faire un télescope plus petit. Et ce n'est pas seulement parce qu'on manque de budget. C'est parce qu'on optimise à l'extrême nos instruments. Vous voyez le satellite Euclide, mon bébé, enfin on est 2000 à pouvoir dire ça scientifique dans la communauté européenne scientifique. C'est un merveilleux satellite qui permet d'observer ces effets de matière noire et d'énergie sombre. Alors Euclide a 3 points magiques. Le premier point magique d'Euclide, c'est l'endroit où il est. Il est au point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil, c'est-à-dire qu'il est à 4 fois la distance Terre-Lune, 1 500 000 km de nous, à un endroit où les images sont ultra stables, comme le JWST d'ailleurs, même endroit. Le deuxième point magique de la mission spatiale Euclide, ce sont les scientifiques et les superordinateurs, qui permettent de traiter des quantités de données littéralement astronomiques, des données exquises qui nous permettront de traiter automatiquement ces millions de galaxies de manière automatique. Et enfin, la troisième et dernière magie d'Euclide, ce sont ces caméras, ces détecteurs, le côté sensible. Pas seulement pour faire des selfies. Alors justement, pour faire des selfies, vous utilisez un smartphone, on va parler des détecteurs, et le détecteur de votre smartphone a la taille d'un demi-timbre-poste, à peu près la taille d'un ongle. Nous, en sciences et en astrophysique spatiale en particulier, on utilise des télescopes dans l'espace. Et le télescope spatial Hubble, qui a fourni des images, qui fournit toujours des images extraordinaires depuis quelques décennies, fait ces superbes images avec un détecteur qui est de la taille d'une carte de visite. 16 mégapixels à peu près. Image extraordinaire. Le JWST, dont on a vu une image, a une caméra infrarouge extraordinaire, ça s'appelle NIRCam, qui a la taille d'une tablette de chocolat. 30 millions de pixels. Vous avez les images de folie que ça fait? Eh bien ça, c'est de la rigolade par rapport à ce que va faire Euclide. Ce que fait Euclide. Euclide envoie la plus grande caméra infrarouge jamais envoyée dans l'espace. C'est l'Europe qui le fait. 2 tablettes de chocolat. « 66 millions de pixels. Et le clou du spectacle, la caméra visible, 600 millions de pixels, mesdames et messieurs, la taille d'une boîte de pizza pour la caméra visible d'Euclide. Taille réelle des détecteurs. Nous sommes seuls et insignifiants dans l'espace, comme le montre cette image de la planète Terre, vue depuis la planète Mars. Vous voyez, un tout petit pixel. Nous sommes également insignifiants dans le temps. Vous avez vu le calendrier cosmique, où l'espèce humaine n'arrive que le 31 décembre, dans la soirée. Blaise Pascal disait il y a 1 seconde dans le calendrier cosmique. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Alors, à nous de donner du sens à ce silence et cette insignifiance. À nous de protéger la Terre et tout le vivant, unique jusqu'à nouvel ordre, dans un univers dominé par la matière noire et l'énergie sombre. Et à nous de ne pas être effrayés comme Pascal, mais au contraire, de lever avec méthode, créativité, délectation, jubilation, excitation, les tout derniers mystères de l'univers. Merci.